Salam alaikum, bonsoir à tous et merci d'être présents sur ce nouveau Space Tariq Talk. Ce soir, mon invité est une personnalité d'Afrique du Nord. Je reçois Monsieur Farhat Meni, le président du MAC. MAC comme mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Président, si vous êtes avec nous, je vais vous demander d'activer votre micro en bas à gauche et je vais commencer par vous demander comment allez-vous ce soir. Il faut activer votre micro en bas à gauche parce que voilà. Pardon, c'est moi qui avais coupé tous les micros. Vous pouvez l'activer en bas à gauche, Président. Est-ce que vous nous recevez bien? Alors, il faut appuyer sur le micro en bas à gauche, Président. C'est pas facile. Je sais que c'est pas, vous n'avez pas l'habitude de faire des spaces. Donc, il y a quelques réglages. On va être très indulgent avec vous ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je pense que oui. Je vous vois réagir, mais il faudra juste activer votre micro en bas à gauche. Eh bien, c'est ça, les aléas du direct. Almo, tu m'entends par exemple? Je vois que le président avait un petit souci. Ouais, je t'entends nickel. Ouais. Ouais, le président avait un petit souci, donc il a refait une demande, on va le refaire monter, donc ça arrive, il n'y a rien de grave, tout va bien se passer. Président, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir. Parfait, merci beaucoup, président. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par une brève introduction, et ensuite on va vraiment rentrer dans cette émission. Alors, dans un premier temps, moi je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Moi j'ai décidé de vous inviter ce soir, monsieur le président, au nom de la liberté d'expression. Dans la géopolitique nord-africaine, cela nous arrive d'entendre parler de la cause kabyle, via par exemple, nous les Marocains, via notre ambassadeur à l'ONU, M. Omar Hilal. Donc on souhaite en savoir un peu plus sur cette cause et sur le MAC, et qui de mieux que son président pour en parler. Monsieur le Président, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce soir, moi je vous propose qu'on leur fasse un space dynamique et interactif avec des échanges, avec un enchaînement de questions. Un point très très important, parce que je me tiens à cœur de commencer par ça et de le dire. Je tiens à préciser que l'équipe de communication du MAC ne m'a absolument demandé aucune contrainte, c'est-à-dire m'a pas demandé d'éviter un sujet ou une question. Alors ça tombe très bien parce que dans le Tariq Talk, il y a une règle d'or, c'est qu'on parle de tout. Il n'y a aucune question, il n'y a aucun sujet qui sera éludé ce soir. Et en toute honnêteté, si on m'avait demandé, on m'avait contraint dans mes choix, le space n'aurait pas eu lieu. Donc ça tombe bien, on était très alignés à ce niveau-là. Et enfin, sachez, Monsieur le Président, que ce soir, dans cette émission, on va parler de tout. Je vais vous challenger sur de nombreux sujets. On va naturellement parler de votre mouvement, le MAC. On va parler de la Kabylie. On va parler de l'Algérie, du Maroc. On va parler de la France qui vous a donné un droit d'asile politique. Naturellement, on va parler de ce qui se passe en Palestine. On va aussi parler de l'actualité dans le Sahel. Alors, et aussi, même si c'est un sujet un peu plus personnel et intime, j'aimerais bien vous entendre sur la dimension religieuse, sur l'islam, parce qu'on entend et on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, on vous donnera la parole et, comme je le dis, aucun sujet ne sera éludé. Et en fin d'émission, on prendra quelques questions du public. Alors, première question, Monsieur le Président, on va rentrer dans l'émission. Moi, j'ai constaté ces derniers mois que vos sorties médiatiques, elles étaient très rares. Alors, une question directe. Pourquoi est-ce que vous avez accepté mon invitation ce soir? J'ai accepté votre invitation pour le besoin de m'exprimer sur le plan international. Autrement, avec mon peuple, sachez que chaque semaine, tous les week-ends, tous les dimanches, j'ai l'allocution présidentielle qui est très suivie par le peuple kabyle. Donc, j'ai besoin de m'exprimer dans un autre média que le mien propre. Voilà pourquoi j'ai accepté surtout un média comme le vôtre d'un pays frère qui a au moins des sentiments de respect pour la cause kabyle. Et pas du soutien. Très bien. Eh ben, écoutez, j'entends et je comprends et je vous remercie encore une fois de nous avoir fait cet honneur de participer. Alors, encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais qu'on installe les bases et je vais vous demander, s'il vous plaît, alors un exercice qui n'est pas très simple parce que je vais vous demander d'être très rapide, très bref, pour nous faire un rapide résumé sur l'histoire précoloniale de la Kabylie. Donc, on va commencer par un point histoire pour poser le contexte et ensuite on va enchaîner avec toutes les questions qui nous attendent.
Un petit point, Monsieur Ménis, sur la cause kabyle et son contexte précolonial, s'il vous plaît. Le contexte précolonial remonte jusqu'à la nuit des temps. Hérodote parlait des Kabbales dans ce territoire qui est le nôtre aujourd'hui. Ensuite, avec l'arrivée de l'islam, la Kabylie est restée toujours indépendante. Et quand les Turcs étaient arrivés, à leur tour, ils n'ont jamais pu dominer la Kabylie. Bien au contraire, la Kabylie. On vous entend plus. Je ne sais pas si ça vient de moi. Almo, par exemple, tu entends Monsieur le Président ou pas? Non, 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 j'entends plus. Je pense qu'il a eu un problème réseau. Ouais, Ou un ouais, appel. probablement, il a reçu un appel. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Monsieur le Président, vous nous entendez? Après, il y a forcément quelques signalements. Bon, on s'y attendait, il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on recommence. Monsieur le Président, si vous avez quoi que ce soit, vous descendez et puis on vous fait remonter. Donc, j'en profite aussi pour remercier les personnes qui sont avec moi ce soir. Il y a Axel qui est avec nous. Bonsoir, Axel. Bonsoir Tariq, merci pour l'invitation que vous avez lancée pour le président. Merci. Donc, Axel, juste en quelques mots, pour dire un petit peu qui vous êtes et vous présenter. Bon, je suis Axel Bilabassi, donc le conseiller du président qui est avec vous aujourd'hui comme invité. Donc, avec toi, on se connaît déjà, ça fait un petit moment. Exact. Donc, voilà, donc du coup, c'est un honneur pour nous de partager ce moment avec toi. D'accord, ben merci beaucoup. Je pense que le président a eu soit un appel ou soit un petit problème technique, mais bon, rien de méchant, ça arrive, on va régler ça rapidement. Il n'est Monsieur le pas Président. seul, donc en principe, ça va être réglé tout de suite. Oui, 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 il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Ça arrive souvent. En plus, actuellement, l'application n'est pas très stable, donc ça arrive. On va faire le nécessaire. Il y a Jaf qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Jaf. Je ne sais pas si tu peux communiquer, comme je sais que tu es en réunion. C'est ça, mais il n'y a pas de problème, c'est Tariq. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, je t'en prie. Il y a Almo qui est avec nous aussi. Bonsoir, Almo, tu vas bien? Salam alaikum, ça va, Tariq? Super, Vous allez bien? Tout le monde va bien? super, super. Merci beaucoup. Il y a Izem qui est avec nous. Bonsoir, Izem. Bonsoir, Khoya Tarek. Bonsoir à mes frères et sœurs. Merci pour Avec l'invitation plaisir. et bravo à toi, Khoya Il y a, Tarek. il y a Choupo, notre camarade Choupo qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir, Choupo. Ouais, bonsoir, c'est Tarek. Merci pour l'invitation, Khoya. Je t'en prie, Roya, c'est un moment d'échange. On va passer à travers plein de questions. Après, il y a un petit problème technique, comme vous le voyez. Donc, on va passer à travers tous les sujets. On va juste attendre que le président revienne. Petit souci qui va être réglé en quelques secondes. Après, l'application, comme je vous le disais, elle connaît pas mal de problèmes actuellement. Sans parler, faut faire la mise à jour en fait. Hein. Axel, si tu peux échanger avec le président en parallèle, tu l'invites à se reconnecter, puis on va le refaire remonter. Ça va bien se passer. D'accord, ouais, je vais le faire tout de suite, sachant que je suis pas avec lui malheureusement. Ouais, je sais bien. Ouais. Ouais, voilà. Donc, mais je vais le faire tout de suite. Super, super, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander d'être un petit peu patient. C'est ça les aléas du direct. Donc, il est en train de faire le nécessaire. Probablement, il refait une mise à jour et il va nous rejoindre immédiatement. Donc, voilà, je vois qu'il m'écrit. Je sais pas. Almo, tu me dis si tu le vois, comme ça on lui envoie l'invitation. Non, non, je le vois pas. Je pense qu'il a un souci réseau. Ouais, soit un souci réseau, soit il a reçu un appel, mais bon, on va solutionner ça, pas de souci. C'est déjà arrivé, on connaît, et on va y remédier. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si tu veux, en attendant, Tariq, chante-nous une chanson de Matou Ouais, Mais écoute, je comptais sur Choupo parce que je vois qu'il était en répétition générale tout à l'heure. Donc je comptais sur lui pour meubler avec la dimension artistique qui le caractérise. Moi, je dirais beaucoup plus l'hymne national Kabyle Tariq.
Bah écoute, si tu te sens prêt et volontaire, vas-y, hein. Ah non, 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 avec un autre téléphone. Ah d'accord. Est-ce que tu as pu échanger, avec, Bah, Mani? oui, oui, ils ont déjà fait la mise à jour. D'accord, OK. Alors Donc, demande-leur juste de se reconnecter au Space en allant avec, en allant sur le lien que je leur ai envoyé en message et comme ça ils peuvent rejoindre le Space, sans aucun problème. Tout simplement aller sur les messages. Tu sais, j'ai envoyé le lien tout à l'heure. alors, pack, attends, 2 secondes. Je suis en train de... Eh ouais, c'est ça, ça arrive, hein. Ça arrive. Ah, il est là. Le président est de retour. Donc, Monsieur Méni, je vais vous inviter à, comme la même manipulation que tout à l'heure, appuyer en bas à gauche sur le micro. Et comme ça va vous permettre de remonter parmi les intervenants. Ça arrive et on va passer à la suite du programme. Alors, je vois son invitation. Voilà. Encore quelques secondes, s'il vous plaît. Et c'est reparti. Monsieur le Président, vous nous entendez cette fois-ci? Oui, on vous entend parfaitement. On vous entend parfaitement. Donc, il faut Très bien. savoir que Twitter, c'est une application qui n'est pas très stable. Donc, ce genre d'événement arrive de temps en temps, mais normalement, cette fois-ci, ça va aller. Bon. Donc, je vous demandais, Bon, Monsieur le Président. globalement, disons que l'histoire de la Kabylie a été celle de l'indépendance depuis la nuit des temps jusqu'à l'annexion par la force de la Kabylie par la France à l'Algérie française. Et c'était une femme qui était l'héroïne de la résistance contre cette annexion, puis un roi kabyle qui s'appelle Mokrani et un religieux kabyle qui s'appelle Cheikh Haddad, qui avait mobilisé plus de 250 000 hommes pour défendre l'indépendance de la Kabylie. Ensuite, dans le mouvement national, c'était les Kabyles qui ont repris le flambeau pour reconquérir leur liberté, mais ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas le faire à eux seuls. Ils étaient partis à la recherche d'alliances à travers l'Algérie, et c'est ainsi qu'ils ont mis Messali Hadj, un Tlemcenia, à la tête de l'étoile nord-africaine, puis du mouvement du PPA-MTLD, et ensuite de lancer eux-mêmes la guerre d'indépendance. C'est en Kabylie que l'appel à la guerre fut imprimé et lancé, voire rédigé. C'est en Kabylie que le congrès de la Soumam, qui a jeté les bases de l'État algérien, s'était tenu. Et ensuite, à l'indépendance, c'était les armées des frontières stationnées en Tunisie et à Oujda particulièrement, qui étaient rentrées pour prendre le pouvoir. Et la Kabylie, épuisée par cette année de guerre, ne pouvait pas résister. Donc la Kabylie fut défaite de 1963 à 1965 durant une guerre interne entre l'Algérie et la Kabylie qui a abouti malheureusement à la défaite prévisible dès lors que nous étions épuisés en tant que peuple à faire la guerre. Et depuis, les Kabyles sont considérés comme l'ennemi intérieur et tous les droits des Kabyles ont été confisqués. À ce jour, la langue kabyle n'est pas reconnue. À ce jour, l'identité kabyle n'est pas reconnue. À ce jour, il n'y a même pas de frontière de la Kabylie que l'Algérie voudrait dessiner pour justement effacer l'ensemble des repères. Les discriminations à l'égard des Kabyles, l'oppression à l'égard des Kabyles depuis 1962 était le lot qui nous a accompagnés. Nous avons résisté à travers donc le soulèvement de 63, puis à partir de 1980, nous avons choisi le combat pacifique et c'est ainsi que en 94, j'ai lancé moi-même le boycott scolaire durant une année qui a abouti à la création du Haut Commissariat à la majorité en Algérie, mais jusqu'à ce jour, par exemple, les notes de la Mazir ne sont pas comptabilisées dans les bulletins scolaires comme étant des notes pouvant aider l'élève en ce sens. Bref, en 2001, on a tiré sur nos enfants et c'est à ce moment-là que j'avais décidé personnellement, avec des amis, de lancer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie parce que un palier venait d'être franchi. On a tiré sur nos enfants qui étaient pacifiques
et nous n'avons pas pu accepter que cela puisse nous arriver. Et depuis, le MAC a progressé, il a demandé d'abord une autonomie, puis, devant la sourde oreille du régime algérien, auquel nous avions envoyé une lettre en 2008, nous avons décidé de mettre sur pied un gouvernement provisoire kabyle en exil, et nous avons plus ou moins cohabité avec bonheur à un moment donné. Disons que le MAC était toléré jusqu'en 2021, où là, le régime fragilisé croyait refaire l'unité autour de lui en diabolisant les Kabyles en général et en désignant le MAC comme une organisation terroriste, alors qu'il n'est connu de notre part aucun acte qui puisse être assimilé à la moindre violence. D'accord. Alors, merci pour ce point d'histoire. Et là, on va enchaîner avec des questions un peu plus contemporaines. Vous savez, Monsieur le Président, en mai 2022, vous avez présenté à Paris la première constitution de la Kabylie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour votre mouvement? Alors, j'entends au niveau institutionnel, officiel, structurel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Monsieur le Président? La constitution a finalement été adoptée par le congrès du MAC qui s'est tenu le 15 janvier 2023. Et ensuite, nous sommes passés à autre chose. Maintenant, cette constitution, elle est là, elle jette les bases de la future Kabylie comme étant fédérale et comme étant démocratique, respectant l'ensemble des droits humains et axé sur le développement durable et sur le bonheur de chaque Kabyle. D'accord. Et quel est le statut du MAC aux yeux des organisations internationales type ONU, par exemple, pour ne citer qu'elle? Pour l'ONU, nous sommes une organisation politique inscrite à son registre à travers le monde. Donc une organisation tout à fait honorable et fréquentable, puisque nous sommes reçus à l'ONU, y compris quand il y a eu l'examen périodique de l'Algérie devant l'ONU. Nous avons été là pour lui porter la contradiction. Et dernièrement encore, au Forum des minorités, c'est au nom du MAC que nous avons été à l'ONU à Genève. D'accord. Alors, une question vraiment terre à terre. Et une question directe, Monsieur le Président. Ça ressemble à quoi aujourd'hui la vie d'un Kabyle en Algérie? C'est un enfer. Un Kabyle est tenu de raser les murs, si vous voulez. Il ne faut pas qu'il montre qu'il est Kabyle. Il faut, surtout dans d'autres villes que la Kabylie. En Kabylie, ceux qui sont dehors ont peur de rentrer parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, il est automatiquement arrêté, interrogé aux frontières et il n'a aucune assurance d'en ressortir. Il y a actuellement plus de 100 000 Kabyles interdits de quitter le territoire algérien, sans compter beaucoup de militants qui ont été arrêtés. Disons que depuis le 2021, il y a plus de 10 000 Kabyles qui ont été arrêtés, qui ont été torturés, qui ont été jugés arbitrairement et qui ont été condamnés. La plupart d'entre eux ont purgé leur peine, mais il reste encore environ 500 Kabyles qui sont en prison. D'accord. Alors, quand vous nous décrivez un petit peu juste un détail. Oui. Aujourd'hui encore, il y a un jeune de 23 ans qui a été arrêté et qui a dit, écoutez, je ne suis pas algérien, je suis Kabyle, je ne me reconnais pas dans la justice algérienne, je ne me reconnais pas dans l'État algérien, je suis Kabyle et je veux vivre en tant que Kabyle libre et indépendant. D'accord. Alors, je vais vous paraphraser, Monsieur le Président. Vous dites, quand on est Kabyle aujourd'hui en Algérie, on vit un enfer. Alors, la question que je veux vous poser, et permettez-moi pour cette question très directe, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de noircir un petit peu le tableau? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu excessif? Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que moi, quand je regarde l'histoire de l'Algérie, eh ben, j'ai vu énormément de Kabyles dans des postes à responsabilité, des ministres, des généraux, donc des gens au pouvoir. Comment vous l'expliquez ça? Oh, c'est très simple. Le pouvoir a de tout temps essayé de coopter
des coopérants kabyles de telle sorte à ce que les Kabyles se sentent représentés. Mais ils ne représentent pas la Kabylie. Ceux qui, dans la hiérarchie militaire ou la hiérarchie politique, accèdent au sommet sont des cooptés et non pas des élus de la Kabylie. D'accord. Dans une interview récente, vous disiez qu'il y a à peu près 12 millions de Kabyles. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 12 millions de maquistes? Écoutez, tous les mouvements de libération nationale ont cette particularité d'être des mouvements d'élite et non pas des mouvements vraiment très populaires. Mais on ne peut pas, en démocratie, quand on est des démocrates comme nous, l'unanimité est impossible. Donc, c'est tout à fait normal que nous acceptions nous-mêmes qu'il y ait des contradicteurs et des opposants à l'indépendance de la Kabylie, y compris parmi les rangs kabyles. D'accord. Alors, vous savez, dans Vous l'actualité savez, récente, juste à titre allez-y. d'illustration, la France de Vichy était largement majoritairement vichyciste. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que, vous savez, ce soir, il y a forcément, et je pense, il y a beaucoup de Kabyles qui vont écouter ce space, cette émission, que ce soit en direct ou a posteriori en replay. Et il y en a beaucoup qui disent et qui clament haut et fort, moi je suis Kabyle, mais je suis pas représenté par le MAC. Vous leur dites quoi, ces gens-là? En général, ceux qui disent cela, ce sont des mouches électroniques qui le disent. Il y a une armée comment dire, de collaborateurs qui a été levée par le régime pour contrer l'indépendance, le mouvement d'indépendance de la Kabylie, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais la Kabylie est avec le MAC. Vous savez, le régime a essayé à maintes reprises d'organiser des manifestations contre le MAC. À ce jour, il n'a pas réussi. D'accord. Une question encore une fois très concrète, très quotidienne, très terre à terre. Selon vous, Monsieur Meni, est-ce que l'Algérie nouvelle, donc celle du président Tebboune, elle est plus répressive ou moins répressive que l'Algérie sous Bouteflika, par exemple? Je vous dirais qu'il est plus répressif même que celle de Boumediene. Et c'était la période la plus noire de notre oppression. Mais là, avec Tebboune, c'est du racisme débridé, c'est de l'anticabylisme à mort. Donc, jamais la Kabylie n'a souffert autant que depuis que Tebboune est là. Et d'ailleurs, quand il a été élu et que la Kabylie avait boycotté son élection, il y a eu 0 votant pour son élection. Il avait déclaré que la première région à laquelle il allait rendre visite, ou les premières villes auxquelles il allait rendre visite, c'était Tizi Ouzou et Bougie. À ce jour, il n'a pas été et son mandat se termine. Donc, s'il avait fait du bien à la Kabylie lui en aurait été reconnaissante. Ce n'est pas le cas. D'accord, très bien, merci. Là, je vais vous emmener sur un sujet un peu plus géopolitique, entre guillemets, diplomatique. Aujourd'hui, si je vous demandais, Monsieur le Président, de me citer les pays amis du MAC, vous citeriez lesquels? En premier lieu, le Maroc. Parce que c'est le seul qui, jusqu'à présent, s'est exprimé de manière officielle au niveau des instances internationales pour le respect du droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Ensuite, il y a des pays dont nous tairons le nom pour le moment, en attendant que les rencontres officielles se concrétisent. Elles sont au programme en tous les cas. D'accord. Mais alors, comment vous expliquez que certains pays apportent un soutien plus officieux qu'officiel? Ce soutien un petit peu de loin, vous le vivez comment personnellement? Nous le vivons un peu mal. Disons que nous aurions aimé que les choses se fassent de manière décontractée et que chacun assume ses préférences et ses soutiens. Ce n'est pas toujours le cas. La diplomatie a des règles, a ses raisons que la raison des fois ignore. D'accord. Alors, vous savez, je le disais dans mes propos liminaires, Monsieur le Président, vous êtes actuellement en France parce que vous êtes sous le statut de réfugié politique. Donc, forcément, le dossier et la cause kabyle
il est sur le bureau d'Emmanuel Macron. Alors, une question très directe. Est-ce que vous êtes déjà rencontré ou été reçu par Emmanuel Macron? Et si oui, qu'est-ce qu'il pense du MAC, lui, à titre personnel? Écoutez, je n'ai jamais rencontré Monsieur Macron personnellement. Toutefois, il est tout à fait au courant de la chose. Et pendant sa campagne électorale, il a été approché et donc il est parfaitement au courant de la question. Sauf que Monsieur Macron a cru dans un premier temps que l'une des cartes géopolitiques prioritaires de son mandat était de réconcilier les mémoires en Algérie de telle sorte à se redonner une base en Afrique du Nord, et finalement, il a oublié que l'Algérie sera éternellement l'ennemi de la France, et je suis désolé pour lui, mais la situation est telle que maintenant, il prône, ou semble prôner un revirement, plutôt une un ajustement de sa politique nord-africaine en direction du Maroc, ce qui nous réjouit en ce qui nous concerne. D'accord. Ben, cette séquence avec la diplomatie française qui fait un pas, entre guillemets, ou un réchauffement des relations avec le Maroc, on y viendra tout à l'heure. Une dernière question, parce que on a entendu parler de vous et de votre mouvement du MAC sur une séquence médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre, Monsieur Mény. C'était lors de votre émission sur CNews, avec une annulation que je trouve très très brutale et très sournoise même, on dirait. Ben, depuis, est-ce que vous avez eu des explications et voilà, on va dire les termes. Selon vous, qui est-ce qui a annulé et qui a ordonné cette annulation Écoutez, d'après nos informations, ce serait un général algérien entré en contact avec le chef des services français qui aurait ordonné à CNews d'annuler cette émission à 3 minutes de mon intervention notamment. Et ceci en relation avec le voyage de Madame Borne une semaine plus tard à Alger. Donc il y avait une forme de chantage. Si M. Méni, si le président de la Kabylie passe devant sur CNews, disons, le voyage de Madame Borne allait être annulé. C'est vraiment ce contexte-là ou c'est une interprétation de votre part? Parce que c'est grave ce que vous dites là. Ce sont des informations que nous avons obtenues et qui D'accord. sont tout à fait crédibles. D'accord. Là, on va revenir, si vous voulez bien, sur la région nord-africaine. Vous savez, Monsieur le Président, il y a beaucoup de personnes qui comparent, on va dire, les revendications du MAC et les revendications du Polisario, mais en réalité, elles sont complètement différentes. Vous, à titre personnel, c'est quoi les différences fondamentales qu'il y a entre les revendications du MAC et celles du Polisario? La genèse de chacun est aux antipodes l'une de l'autre. Le Polisario a été créé par l'Algérie pour s'opposer à la récupération par le Maroc de ses terres historiques. Donc, il est l'instrument d'une politique étrangère d'un pays voisin. Tandis que le MAC, il est né de l'histoire de la Kabylie, et nous sommes nés de tout ce qui nous a précédé en tant qu'événement, en tant que fête. Nous sommes les héritiers de Fadman Soumar, de Cheikh Haddad, de Mqrani, de Amirouche, d'Aban Ramdan, de Krim El-Qassem, nous sommes d'Aït Ahmed, nous sommes les héritiers de l'ensemble de l'histoire de la Kabylie, qui, en cherchant à retrouver sa liberté, à reconquérir son indépendance, c'était quelquefois perdu dans le labyrinthe de l'histoire de l'Algérie. Et c'est à partir de nous que nous avons appris à reconquérir notre histoire. Il n'y a eu aucun pays au monde qui a été derrière nous pour la création du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, ni pour son passage par la suite au statut de mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. D'accord. On va revenir, on va se reconcentrer un petit peu plus sur le Maroc, parce que ça ne vous aura pas échappé, mais vous êtes chez des Marocains ce soir. Et moi, j'aimerais bien vous entendre parce que sachez que cette émission, elle va être écoutée, elle va être reprise.
et j'aimerais bien une clarification officielle de votre part, Monsieur le Président, par rapport à un sujet très, très important. C'est, s'il vous plaît, clarifier de manière officielle la position du MAC par rapport au RIF marocain, parce que il y a des vidéos qui circulent, Monsieur le Président, dans lesquelles vous nous expliquez dans quel contexte cette vidéo a été tournée. Vous parlez de soutenir l'indépendance du RIF. Allez, pour être précis, vous parlez même du bien-être de la population RIF. Donc, Je n'ai jamais, voilà, je n'ai jamais parlé du soutien pour l'indépendance du RIF. J'ai parlé du soutien au bien-être du RIF, comme pour l'ensemble des provinces du Royaume du Maroc. Donc, qu'il y ait plus de développement économique, socioculturel, est tout à fait dans mes cordes et dans mes souhaits que l'ensemble des Marocains puissent vivre heureux chez eux et respectés dans ce qu'ils sont. vous comprenez que ça aurait pu déranger si l'interprétation est mauvaise. Ça dérange les Marocains d'avoir quelqu'un qui vient avec un discours en disant indépendance du RIF, ceci, cela. Donc ça, voilà, le Maroc, il est uni et indivisible. Ça, il faut être clair là-dessus. Donc vous doutez bien, Monsieur le Président, qu'on vous attendait ce soir sur cette thématique bien précise et ce point bien précis. Que ce soit très clair. Je ne soutiens aucune revendication des gens qui puissent porter atteinte à l'intégrité ou la cohésion du seul pays au monde qui soutienne la Kabylie pour son indépendance. D'accord. Comme ça, les choses sont claires et officielles et c'est pas des fake news ou rapportés par Pierre-Paul ou Jacques. Là, c'est le président du MAC en personne qui nous redit ça ce soir. Encore une fois, je voudrais vous reparler un petit peu de la France et du rôle et du positionnement de la France. Est-ce que selon vous, le positionnement de la France, il est lisible dans les tensions entre Rabat et Alger? Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de la posture et de la France? Ça, c'est la première question. Et je la compléterai par vous demander votre avis sur le séjour récent du ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné. Comment vous l'avez interprété? D'abord, je n'ai strictement aucun droit à m'immiscer dans les choix diplomatiques de la France. Je suis l'hôte de la France. Je bénéficie du statut de réfugié politique et je suis respectueux de mon pays d'accueil et de mon pays de protection. Ensuite, la politique étrangère, je déplore que la France ait perdu suffisamment, assez de temps, en tous les cas, ou trop de temps, à essayer d'amadouer un pays qui est l'Algérie, qui est d'ailleurs l'ennemi, non seulement l'ennemi de la France, mais qui à pointe et qui émarge sur la liste de l'ensemble des dictatures, à commencer par la Russie, la Chine, l'Iran, et je passe et d'autres, avec la Corée du Nord. Voilà. Donc, je regrette cet épisode. Je ne pense pas que les Français puissent, disons, jouer ou tromper les Algériens par rapport à leur bonne volonté. C'est vrai que la France a une bonne foi et sincère dans ses élans à normaliser ses relations avec l'Algérie, mais l'Algérie a pour terroir, a pour sur des terrains idéologiques sur lesquels elle fonde sa légitimité historique, qui est la guerre de libération, qui est la guerre d'indépendance contre la France. Donc, pour l'Algérie, il vaut mieux entretenir la France en tant qu'ennemi pour mieux survivre, plutôt que d'en faire un ami, auquel cas l'Algérie perdrait toute légitimité à exister en tant que telle. D'accord. Alors, vous savez, quand je vous posais cette question, c'était pas de vous amener sur un terrain d'ingérence sur la diplomatie française, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un avis, d'avoir un ressenti, d'avoir une opinion, parce que vous êtes quand même. Je viens de vous donner et mon ressenti et mon opinion. Concernant maintenant le dernier voyage de M. Séjourné au Maroc, je m'en félicite personnellement. J'espère que cela profitera aussi à réajuster la politique de la France
sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. D'accord, très bien. Sur une actualité plus récente, plus contemporaine, vous avez vu, ça ne vous a pas échappé, dans la région du Sahel, il se passe beaucoup de choses. Comment vous avez vécu ça? Comment vous voyez un petit peu ce repositionnement ou ce changement de cap du Mali, par exemple, et des pays de cette région? C'est quoi votre grille de lecture là-dessus? Ma grille de lecture est que la France dormait sur ses lauriers des années 60 et qu'elle n'a pas fait une mise à jour de l'évolution qui s'y passe de manière politique. J'ai fait un livre en 2013 qui s'appelle La France va-t-elle perdre l'Afrique? On y est aujourd'hui. Et j'expliquais que le fait que la France ait consacré l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, et puis elle a fait adopter ça par l'Union africaine elle-même, elle a sclérosé la politique et la démocratie, et en même temps, elle a garanti une longue période à des dictatures qui, par la suite, sont devenues gourmandes, qui sont devenues budgétivores et que la France devait renflouer à chaque fois. Et il se trouve que sur le marché de l'offre et de la demande d'influence et d'ingérence étrangère, il y a plus riche que la France, et donc les dictateurs que la France avait jusque-là nourris et protégés ont trouvé meilleurs protecteurs et meilleurs pourvoyeurs du fonds que la France elle-même. Donc, elle a fini par les perdre. Je crois que la France peut toujours reconquérir sa place, non pas en tant qu'arrogante, en tant que force coloniale dominatrice, mais en tant que celle qui voudrait redorer le droit des peuples à l'autodétermination en permettant à des peuples comme les Touaregs, qui sont divisés sur 5 ou 6 pays, d'avoir un foyer national, et en permettant à des peuples qui ont été regroupés de manière concentrationnaire, comme les Kabyles dans l'Algérie, de retrouver leur latitude à s'autogouverner. Les nations ne se font pas par la force, mais par la volonté de chacun, par disons, l'acceptation et la volonté de faire cause commune entre l'ensemble des composantes d'un territoire donné. Et non pas par la force, en tous les cas, tel que cela s'est fait depuis, en tous les cas, les indépendances, comme on les a appelées. D'accord, merci pour Par la suite, il y a le fait que, bon, la France, maintenant, elle est dehors. Moi, je suis toujours disponible pour discuter avec des experts, éventuellement, pour remodeler le monde. Je pense que ne pas garder la géopolitique coloniale telle qu'elle est jusqu'ici ne redorera jamais le blason de la France en Afrique. Par contre, en étant à l'écoute des peuples, des vrais peuples, qui veulent s'émanciper et être les amis de la France, là, la France a de beaux jours devant elle. De l'autre côté, il faut savoir que les Wagner, par lesquels les changements géostratégiques et géopolitiques sont survenus depuis quelque temps, leur introduction a été facilitée par l'Algérie. Et je me souviens d'une interview donnée par le ministre des Affaires étrangères algérien à Addis Abeba, où il disait que ceux que vous appelez mercenaires n'ont pas la même dénomination chez nous. Donc, il avoué officiellement que c'était l'Algérie qui avait permis aux Wagner de s'insérer dans le Sahel. Voilà. Mais jusque-là, il faut dire que au Sahel, c'était l'Algérie qui avait mis sur pied, alimenté, organisé, nourri l'ECMI et les actes terroristes qui avaient sévi jusque-là. L'arrivée des Wagner a remodelé la géopolitique et pour rendre vraiment
hommage à la diplomatie marocaine qui a retourné la situation en sa faveur, alors que l'intention de départ était au contraire d'encercler le Maroc à travers les alliés de l'Algérie qui, par les Wagner, allaient lui être D'accord. Alors, merci, Président, parce que vous avez joué le jeu aussi, parce que vous êtes très rapide et très concis dans vos réponses. Comme ça, on va pouvoir prendre la dernière partie de l'émission sur des questions du public. Et parce que je sais que vous avez une contrainte de temps et puis que votre temps n'est pas illimité, et je vous en remercie. Je vais vous parler de 2 points, parce qu'il est impossible, vraiment impossible qu'on fasse une émission ce soir sans parler de ce qui se passe en Palestine. Je sais, Président, que vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, donc vous voyez un petit peu ce qui se dit ici et là. Et souvent, quand on parle des Kabyles, on les taxe de sionistes. Est-ce que déjà, première question, humainement, est-ce que ça vous fait mal, ça? Oui, ça nous fait mal dans la mesure où on nous assimile à quelque chose qui est auprès de ceux qui disent cela, qui est déjà diabolisé. Il faut demander à un Israélien ce qu'est le sionisme pour peut-être se réconcilier avec ce mot. Les Kabyles ne sont pas, comment dire, ne sont pas contre l'existence des peuples, quels qu'ils soient, bien au contraire. Et si le sionisme devait être ce qui garantirait à un peuple mais sans, avec le respect de son existence par son environnement, il n'y a strictement rien à redire dessus. Je pense que Israël a droit à l'existence, doit protéger ses frontières et protéger sa sécurité, assurer sa sécurité. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, plutôt de la barbarie, ça rappelle les pogroms. Et si le Hamas venait à vaincre Israël, Israël n'existerait plus. Donc, ce serait l'errance de nouveau qui serait le lot des Israéliens. Je pense qu'il ne faut pas confondre le Hamas et les Palestiniens. Le Hamas est une organisation internationaliste, terroriste, et qui n'a strictement rien à voir avec le peuple palestinien qui, lui, voudrait et souhaite vivre en paix dans le respect de ce qu'il est. Alors, bien naturellement, hein, moi, je vous ai pas coupé par politesse, mais vous êtes responsable de vos propos et de vos conclusions. Mais sachez que, et ça c'est une question, hein, c'est une vraie question que je vous pose, Monsieur le Président, quand on vous a vu dans la marche de soutien à Israël quelques jours après le 7 octobre, ça a choqué beaucoup de personnes, même des Kabyles. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Et qu'ils n'ont pas compris le sens de notre geste. Nous sommes contre la violence, nous sommes pour le droit des peuples à l'autodétermination, mais de manière non violente. Et ce qui s'est passé le 7 octobre heurte la conscience universelle et c'était de notre devoir d'être aux côtés des victimes. Est-ce que vous avez participé à des marches ou à des hommages pour les victimes palestiniennes, par exemple? Nous rendons hommage aux victimes de l'ensemble des violences, quelles qu'elles soient. D'accord. Une question un petit peu plus personnelle, plus intime, et si vous ne souhaitez pas y répondre, je comprendrai, Monsieur le Président. J'aimerais vous entendre un petit peu sur l'islam, parce que, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. Et encore une fois, ce soir, c'est l'occasion pour vous de mettre les choses et de mettre les horloges à l'heure, comme on dit, hein, de mettre les pendules à l'heure, entre guillemets. C'est quoi la position du MAC par rapport à l'islam? C'est-à-dire que si demain il y a une république kabyle, quelle place aura l'islam dans cet État, dans cette république? Les autorités algériennes, par exemple, elles vous taxent d'anti-islam. Vous répondez quoi à ça, Monsieur le Président? Le gouvernement algérien est dans son rôle d'essayer de diaboliser un mouvement
pacifique qui lutte pour le droit à l'autodétermination de son peuple. Nous, je vous ai dit qu'il a levé une armada de mouches électroniques pour raconter n'importe quoi sur nous. Ces mensonges ne passent pas pour autant. Concernant l'islam, je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur ce point particulier. La constitution de la Kabylie fédérale, telle que nous l'avons rédigée, prévoit la laïcité, c'est-à-dire le respect et la garantie pour chacun d'assurer la pratique de sa religion et de sa foi, de sa croyance. Et nul n'aura le droit d'attenter à la croyance de l'autre. Nous ne sommes pas contre la moindre religion, quelle qu'elle soit. Hein, nous sommes là pour le respect des croyances et des cultes, autant qu'ils sont. Nous refusons qu'il y ait une dictature au nom d'une idéologie religieuse de telle ou telle religion. Donc, de ce côté-là, nous sommes clairs. Par contre, ce que je voulais dire, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que nous, les Kabyles, nous avons été opprimés, oppressés depuis 1962 par l'Algérie post-française. L'anticabylisme du régime a fait que, au nom de l'islam et de la langue arabe, on a essayé de nous inculquer une autre identité que la nôtre, de nous imposer une rigueur culturelle qui n'est pas la nôtre. Nous sommes majoritairement des musulmans en tant que kabyles, mais il y a un islam kabyle, c'est-à-dire tolérant, largement respectueux des croyances de chacun et du comportement de chacun. Donc, monsieur, vous pouvez me donner un exemple quand vous parlez de, excusez-moi, quand vous parlez d'islam kabyle, oui. Donnez-moi un exemple pour être très concret, très opérationnel. Ça veut dire quoi, Écoutez, par exemple, nous sommes à la veille du Ramadan et je souhaite ce mois sacré heureux et prospère pour l'ensemble des musulmans et des pratiquants. Mais en Kabylie, hein, il n'est pas rare que les mamans préparent à manger pour leurs enfants, pourtant adultes, hein, durant le Ramadan. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Chez nous, prendre de l'alcool n'a jamais été quelque chose de très grave. Hein. Manger du sanglier, par exemple, qui existe chez nous, n'est pas prohibé de manière aussi grave. Disons que les Kabyles sont assez zen quant aux pratiques religieuses. Voilà ce qu'est l'islam kabyle. Cela ne veut pas dire que nous manquons de morale ou de moralité. Bien au contraire. Hein, il faut savoir qu'en Algérie, la Kabylie compte plus de mosquées que l'ensemble de l'Algérie. Hein, chaque village a sa propre mosquée, quand il n'y en a pas deux ou trois, quelquefois, dans le même village. Donc, vous voyez, les Kabyles en sont respectueux, ont de la spiritualité, mais ils aiment vivre une culture de liberté dans tout ce qu'ils entreprennent et tout ce qu'ils veulent. Mais le point sur lequel je voulais revenir, j'ai dit que le régime algérien a mis en place une politique anti-kabyle qui est celle de la dépersonnalisation de la Kabylie. C'est au même titre que la France a essayé de faire de nous des Gaulois, a essayé de faire de nous des citoyens modèles de la France, hein, l'Algérie voudrait que nous abandonnions notre kabilité pour une identité qu'elle n'arrive elle-même pas à clarifier convenablement. Donc, et nous, dans notre réflexe, depuis les années 60-70, nous avons, les Kabyles en général, ont fustigé l'arabisation, ont fustigé l'islamisation, ont fustigé l'arabo-islamisme. En fustigeant l'arabo-islamisme en tant qu'idéologie, nous pensions que nous attaquions le gouvernement algérien et le pouvoir algérien. Et finalement, non. En attaquant l'arabe, en attaquant l'islam,
on attaque d'autres pays. Un pays musulman n'a aucune responsabilité dans ce qui nous advenait, dans la politique d'oppression que nous vivions. Un pays arabe, bien qu'on nous impose de devenir arabe, n'a aucune responsabilité dans ce qui nous arrivait. Donc nous nous faisions des ennemis. C'est une astuce du pouvoir algérien de nous dresser contre des éléments symboliques au lieu de nous dresser contre lui et contre sa politique anti-kabyle. Donc, je voudrais le répéter, nous n'avons que respect, aussi bien pour l'islam que pour la langue arabe et les peuples arabes. Nous sommes frères de l'ensemble des peuples et nous respectons l'ensemble du patrimoine linguistique humanitaire, donc, ou culturel et religieux. C'est la précision que je voulais apporter personnellement. Nous ne sommes pas contre les arabo-musulmans, la culture arabo-musulmane. Nous sommes contre une politique anti-kabyle. C'est l'anti-kabylisme que nous dénoncions, mais de manière maladroite, en nous en prenant à l'arabe et à l'islam. Alors, très bien. Alors, moi, j'ai été déconnecté du space, donc je n'ai pas tout entendu. Donc, je profiterai pour écouter votre intervention dans l'enregistrement. Si vous le permettez, Monsieur Méni, on va se prendre les dernières minutes de cette émission avec des questions du public. Je vais donner la parole à Choupo, et après, il y a différents intervenants que je connais, que j'ai fait monter, qui avaient des questions à vous poser. Choupo, je t'en prie. La parole est à toi, vas-y. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Déjà, dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour votre présence parmi nous dans ce space. J'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens-là. Donc, merci à vous de prendre de votre temps pour être parmi nous ce soir, Monsieur le Président. Donc, voilà, dans les questions que j'ai reçues, lors de la marche pour la cause Amazir, lors du 14 janvier 2024, lors de votre allocution, vous avez évoqué que la Kabylie sera libre et indépendante en 2025. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails par rapport à cette allocution, si vous le permettez, Monsieur le Président? Que ce soit clair, j'ai dit ceci. Cette année, le 20 avril prochain, nous allons proclamer la renaissance de l'État kabyle, son retour sur la scène nationale et internationale. Ensuite, nous donnons toutes les chances au pouvoir algérien pour entamer des négociations, des discussions sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Si d'ici 2025, il n'y a aucun geste de la part de l'Algérie, nous serons amenés, après consultation de deux organes importants, trois organes même, importants du MAC et de la Kabylie en général, c'est le gouvernement d'abord, le gouvernement, l'ANAVA, le gouvernement provisoire kabyle, qui doit donner son aval. Il y a le Parlement kabyle, l'hymne kabyle, qui sera sollicité pour apporter sa réponse, ainsi que le CESEC, le Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie, qui va émettre aussi ses réserves ou donner son expertise quant à la faisabilité de la chose, notamment la proclamation de manière unilatérale par la Kabylie de son indépendance. Ensuite, le fait de proclamer ne veut pas dire qu'on est indépendant, puisqu'il y a actuellement les 2/3 des troupes algériennes qui sont stationnées en Kabylie. Donc, il y a une occupation militaire de la Kabylie, et ce n'est pas par juste cette déclaration que la Kabylie sera pour autant tout de suite indépendante. C'est un processus, de toute façon, dès lors qu'il y a cette proclamation, plus personne ne pourra revenir en arrière. La Kabylie devra poursuivre son chemin jusqu'à ce que cette indépendance se concrétise dans les faits. Merci, Alors, Monsieur le Président. Choupo, je sais que tu as d'autres questions, garde-les. On va faire tourner, on va donner la parole à un autre compatriote, et après ce sera à Isem et à Almo. Lou, bonsoir. Bonsoir Tariq, merci pour l'accueil. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Président.
Bonsoir. Salam alaikum, Mazoul Tlawen. J'aurais trois questions, mais je vais poser la première qui me semble être la plus importante, en tout cas pour moi. Vous êtes réfugié politique en France, comme certains de vos partisans les plus actifs. Pourtant, la France détient les archives historiques en tant qu'ancien colon, vous permettant de légitimer clairement votre droit à l'autodétermination. Ne pensez-vous pas vous rapprocher d'un pays plus acquis à votre cause? Votre question mérite d'être clarifiée. Ne pensez-vous pas vous rapprocher d'un pays proche de votre cause? Vous voulez dire quoi? J'entends par là un pays qui ne serait pas impartial, bien qu'il détiendrait des actifs, des archives, pardon, vous permettant de prouver que vous avez toute la légitimité pour demander votre autodétermination. La France, dans sa position d'ancien colon, je pense qu'elle n'est pas droite dans ses bottes, à l'instar, et désolé, je vais Nous obligée sommes quand d'amener même, ça au Maroc, nous de sa sommes, position par rapport au Sahara occidental marocain. Est-ce que, par exemple, être dans un tout autre pays qui ne serait pas un ancien colon ne serait pas plus, plus judicieux? merci pour votre question. Je me sens bien en France. J'ai actuellement, je vais avoir 73 ans dans quelques jours, dans une semaine. Et je ne pense pas migrer vers un autre pays. Pour autant, la France est le verrou qui reste actuellement fermé sur la Kabylie. Nous avons pour devoir de convaincre la France du mal fondé de sa position par rapport à la question kabyle. Il y a comme une vengeance, une condamnation éternelle de la Kabylie pour avoir organisé la révolte et l'insurrection de l'Algérie contre la France. Mais même dans les condamnations, même à perpète, on finit toujours par sortir de prison quelquefois avant de mourir. Alors, nous appelons la France à réviser sa position par rapport à la Kabylie. Je pense qu'elle elle devrait être plus raisonnable que cela. De toutes les façons, il n'y a pas que la France que nous démarchons. Nous voudrions que l'ensemble du monde dit occidental, du monde libre, puisse nous prêter main forte pour obtenir cette indépendance de manière pacifique. J'insiste sur le mot pacifisme parce que c'est une nouvelle voie que seule, jusqu'à présent, la Tchécoslovaquie avait emprunté en permettant à la Slovaquie de quitter la fédération avec la Tchécoslovaquie, la Tchéquie notamment. Donc, nous souhaiterions être dans la voie de Václav Havel plutôt que dans la voie de ceux qui prennent les armes pour semer la mort, le désordre et la dévastation. Quant à choisir un autre pays, écoutez, pour autant, je ne refuse rien si des propositions me sont faites pour une meilleure posture de notre part. Personnellement, je ne dirais pas non. Mais disons que ceci est une autre question. Merci beaucoup. Je vais demander à Isem de poser sa question. Après, ce sera Almo. Isem, s'il te plaît, veux-tu poser ta question en français? Merci. Ok, y a pas de souci. Bah, bonsoir à tous. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, Monsieur le Président, je suis de la région de l'Oriental et du Rif. Sache que nous sommes très heureux et fiers qu'on a un roi, que Dieu l'assiste, qui fait tout son possible pour le bien de son peuple. Ma question, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de la main tendue de notre roi, que Dieu l'assiste, pour l'Algérie, à chaque discours qu'il fait, malgré que ce régime algérien essaye depuis des années de déstabiliser mon pays et le couper en deux, mais alhamdoulilah, il va pas réussir parce que on est tous derrière notre roi et c'est notre Sahara à nous.
Qu'est-ce que vous pensez que malgré ce qu'il fait l'Algérie, notre roi, que Dieu l'assiste, à chaque discours, il fait son attendu pour l'Algérie, pour le peuple algérien. Merci, Monsieur le Président. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est sage. Et c'est un grand homme qui marque de son empreinte pas seulement l'histoire du Maroc, mais celle de l'Afrique, voire du monde. Donc, nous souhaitons au Maroc prospérité et bonheur à l'ensemble de ses enfants. Concernant la main tendue, il fait bien de le faire. En tous les cas, je crois que Dieu le guide largement, l'éclaire dans sa façon d'agir et d'avancer. Il vaut mieux tendre la main que de pointer des armes sur la tempe du voisin, comme l'Algérie le fait. L'histoire retiendra en tous les cas que le tort ne vient pas du Maroc, mais des militaires algériens qui n'ont aucun scrupule pour peut-être, y compris pour le mois de décembre prochain, en vue de reporter les élections présidentielles parce qu'ils ne trouvent pas de successeur ou que les clans au sommet de l'État algérien n'arrivent pas à s'entendre, seraient prêts à proclamer la guerre avec le Maroc rien que pour maintenir Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État. Ce que nous condamnons, bien sûr, à l'avance. Et je demande d'ores et déjà à la Kabylie de ne jamais marcher dans la guerre contre le Maroc, ou contre tout autre État que l'Algérie désignerait comme étant ennemi, alors que nous n'avons aucune raison d'être les ennemis d'autres peuples, mais nous avons, en tant que Kabyles, à être nous-mêmes et d'abord à décider pour nous-mêmes avant de décider ou de combattre d'autres peuples. Voilà. Donc, le geste de Sa Majesté le Roi est tout à fait majestueux. Voilà. Disons que c'est un geste respectable qu'il y a lieu de valoriser en tout lieu. Merci. Il vaut mieux On va donner la cette parole démarche que celle de la belligérance, disons. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. On va donner la parole à Almo. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir Monsieur Meini. Tarek, je sais pas, j'ai plusieurs questions des auditeurs, donc je vais essayer au moins d'en poser deux, trois si ça te dérange pas. Vas-y. Monsieur Meini, tout d'abord, moi, afin que vous sachiez d'où je parle, je me présente comme anti-Mac idéologiquement. On va dire que la position de votre parti ou des positions que vous avez pu adopter sont contraires aux miennes. Première question que je voudrais vous poser, c'est si l'Algérie ouvre le dialogue et permet une autonomie kabyle un peu du type catalane avec l'Espagne, est-ce que vous reverrez vos positions indépendantistes? Sachez que l'Algérie n'ouvrira jamais le dialogue. Parce que si l'Algérie accepte une telle perspective, cela veut dire, cela signera la fin du régime militaire lui-même. Et ceux qui détiennent le pouvoir n'ont nullement l'intention d'aller dans ce sens. J'aurais aimé que vous m'expliquiez pour quelles raisons vous êtes contre les thèses que nous défendons, mais je respecte votre point de vue. Nous avons les nôtres, en tous les cas, qui sont historiques, qui sont politiques, qui sont celles des valeurs et de la dignité humaine, qui font que un peuple doit être libre, et en tant que Kabyle, nous le sommes depuis la nuit des temps, et je ne voudrais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi on nous mettrait dans un ghetto régional qui serait celui d'une parcelle de l'Algérie. Voilà. Voilà, sachez, c'est important, avant de poursuivre avec les autres questions, je veux dire, on peut être en accord ou en phase ou pas du tout en accord et pas du tout en phase avec le MAC.
On est là pour le dire, c'est la liberté d'expression. À partir du moment où les dénominateurs communs de toutes les interventions sont le respect, l'écoute et potentiellement s'attaquer aux idées si on le souhaite, il n'y a aucun Tout problème. à fait. Dans le Tariq Talk, on élude aucun sujet. Vous avez vu, Autant. monsieur Méni, on vous a challengé sur pas mal de sujets et à partir du moment où nous sommes des adultes, on peut tous dire, on n'est pas obligé de servir la soupe ou de servir la shorba, comme on dit, mais on est chacun avec ses revendications, ses idées, mais avec le respect absolu. On va donner la parole à Brahim qui nous a rejoint et ensuite Choupo, je sais que tu avais d'autres questions. Brahim, salam alaikum, bonsoir Akhoya. Bonsoir à tous, bonsoir Tarek. J'ai une petite question, Monsieur le Président. Vous avez mis les choses au clair tout à l'heure sur la région du Rif, mais vous avez aussi toujours milité pour la région Tamzra, qui regroupe les Imaziran, et aujourd'hui vous luttez pour obtenir l'indépendance de la Kabylie. Dans plusieurs interviews, vous avez demandé le soutien politique et diplomatique du Maroc, et je ne vais pas y aller par quatre chemins, même si Tariq tout à l'heure l'a fait d'une autre manière. Demain, la Kabylie obtient son indépendance. N'allez-vous pas revenir à vos prétentions de départ, non pas de soutenir une pseudo-république du Rif, mais celle de réunir la région Tamzra, hein, en d'autres mots, la Berbérie, comme on disait, ou celle du peuple amazigh. Merci. Merci à vous pour votre question. C'est une histoire assez longue que j'ai eu personnellement à clarifier le long de mon expérience et de mon parcours. Nous avons eu, durant les années boumediennes, beaucoup de difficultés à nous exprimer en tant que Kabyle, surtout qu'il y avait la guerre du FFS en Kabylie de 1963 à 1965. Donc, on s'abritait derrière la formule de Tamzra, de Emaziran. Mais ceci a un antécédent, c'est l'affaire de l'étoile noire africaine de 1926, puis de la crise berbériste, dite berbériste de 1949 dans le mouvement national dit algérien. Et donc nous-mêmes, nous avons reproduit un peu le même schéma en réclamant, pour ne pas être taxé de séparatistes kabyles, parce qu'on en avait peur à l'époque, on disait qu'on était amazigh. Et en prenant conscience de notre singularité de peuple kabyle, que nous avons dit, oui, c'est vrai, hein, nous sommes des amazirs, mais ce n'est pas la mazirité qui définit ma kabilité, c'est ma kabilité qui définit mon amazirité. C'est plutôt l'inverse. Quand je dis que je suis amazir, il n'est pas certain qu'on sache que je suis kabyle. Mais quand je dis que je suis kabyle, tout le monde sait que je suis berbère. Je suis amazir. Donc ceci, pour clarifier les choses de ce côté-là. Et beaucoup d'amazirs marocains, notamment, m'avaient reproché, quand j'avais demandé pour la première fois l'autonomie en 2001, 2002, 2003, ils m'avaient reproché de les lâcher, c'est-à-dire de faire un parcours en solo. Écoutez, je crois que ils ne sont partis tous sur des fantasmes d'une nation amazigh qui peut-être a pu exister sous Massinissa, mais qui ne s'est jamais reproduite par ailleurs. Il y a eu les Almohades à un moment donné qui avaient essayé d'unifier toute l'Afrique du Nord, mais sans y parvenir réellement. Donc ce fantasme-là, nous y mettons fin une bonne fois pour toutes. La Kabylie veut son indépendance. Pour autant, il y a ce qu'on appelle Tamzra ou l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est un ensemble géopolitique, géo-humain assez homogène. Il y a des différences, des diversités à l'intérieur, mais disons que nous sommes dans une insertion géographique commune de laquelle personne ne peut s'extraire. Aujourd'hui, on l'appelle l'Union du Maghreb arabe. Beaucoup contestent cette appellation. Que cela s'appelle Tamazra, ce serait un bien commun à partager entre tous les peuples d'Afrique du Nord, dans le respect de chacun, bien entendu. Mais la Kabylie n'a pas de prétention impérialiste. Les Kabyles sont un peuple
pacifique, un peuple, non pas un peuple impérialiste, mais un peuple de respect et de paix. Voilà. Donc, d'abord, nous avons à nous structurer nous-mêmes, à redresser notre économie, à mettre sur pied notre école, à mettre les moyens pour l'innovation technologique et les pôles d'excellence en termes d'innovation et d'études scientifiques. À partir de là, nos bras sont ouverts pour aider l'ensemble de nos voisins ou aller avec l'ensemble de nos voisins vers des lendemains enchanteurs. Très bien, merci Monsieur le Président. Alors, on a dépassé l'heure que vous m'aviez accordée pour cette interview, mais on ne va pas oublier que pendant une bonne dizaine, quinzaine de minutes, nous avions un problème technique. Avec votre accord, on va prendre les 3 dernières questions de l'émission. Est-ce que c'est OK pour vous? Merci. On va reprendre une question de Choupo. Et pour challenger le président, hein, parce qu'on est là aussi pour avoir un peu de contradiction et le pousser un petit peu dans ses retranchements, surtout idéologiquement. Donc Choupo, on va faire Choupo, Almo et Brahim. D'accord, merci Tarek. Donc, Monsieur le Président, quel serait votre message pour les Kabyles qui nous écoutent maintenant et qui défendent bec et ongle le régime colonial algérien, qui a laissé, par exemple, lors de la tragédie des feux de forêt en Kabylie, refuser l'aide du Maroc et refuser les Canadair qui étaient mis à disposition dans l'heure. Quel est votre message pour eux? Sachez que la majorité, l'écrasante majorité des Kabyles est avec le MAC, est avec le projet d'indépendance de la Kabylie. Qu'il y ait des Kabyles qui s'y opposent, ceci est naturel et normal, et nous l'acceptons. Leur voix est entendue de notre part, et les messages que je diffuse chaque semaine, tous les dimanches, à mes compatriotes, sont là pour rappeler ce que je leur dis. L'Algérie est le fossoyeur de la Kabylie. L'Algérie, qu'elle ait pu être française ou qu'elle soit aujourd'hui post-française, disons que elle est toujours l'ennemi de la Kabylie. Il prend la Kabylie pour une menace permanente et c'est le danger interne par lequel le régime essaye de se donner une base sociale autour de lui en diffusant un message de haine anti-kabyle, en faisant des Kabyles le spectre, le péril qui pèse sur l'Algérie s'il venait un jour à prendre le pouvoir. Il y a une contradiction dans l'attitude algérienne, où ils veulent que les Kabyles soient à l'intérieur de l'Algérie. Il faut les accepter en tant que tels à ce moment-là. Ou il faut les diaboliser. Pourquoi avoir un ennemi chez soi? Donc, les Algériens, d'abord, eux-mêmes, doivent choisir. Si les Kabyles ne sont pas aimés, sont des ennemis internes, pourquoi les garder avec soi? Si les Kabyles sont des Algériens, comme on voudrait le croire, pourquoi ne pas leur laisser le droit d'être des Kabyles à l'intérieur de l'Algérie? C'est ce déni d'existence, ce déni de droit opposé aux Kabyles depuis 1962 qui a amené à la naissance du MAC et à la revendication d'une autonomie dans un premier temps, puis du droit à l'autodétermination. Et aujourd'hui, nous réclamons ouvertement notre indépendance en tant que peuple et en tant que nation, en tant que territoire. Merci beaucoup. On va prendre une question chez Brahim et ensuite, Almo, tu clôtureras avec ta question et on donnera le mot de la fin au président pour fermer ce space. Brahim, je t'en prie, Roya. Merci, Tariq. Alors, j'avais une deuxième question. Monsieur le Président, en septembre 2017, vous avez adressé au secrétaire général de l'ONU un mémorandum pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Et on le sait, cette demande n'a pas été acceptée ni même rejetée. Bien que cette demande, elle contient des arguments
nécessaires à cette admission de la Kabylie sur la liste des territoires à décoloniser. D'après vous, Monsieur le Président, quel est l'élément manquant, un soutien ou un autre élément pouvant provoquer cette acceptation du dossier? Merci beaucoup. Merci Tariq. Il nous manque beaucoup de moyens pour avoir une diplomatie entreprenante. Et ensuite, il nous manque des soutiens étatiques pour ce droit. Je pense que l'idéal serait qu'il y ait un premier pays qui reconnaisse l'État kabyle, la légitimité du gouvernement de la Navad, qu'il reconnaisse la Navad lui-même, et qu'il y ait une représentation diplomatique dans son pays, sous quelque forme que ce soit. Nous n'allons pas appeler ça une ambassade, mais une représentation politique ou diplomatique, ou une représentation d'information, un bureau d'information du MAC ou de la Navad et de la Navad dans un pays serait quelque chose de bon. Et effectivement, nous avons besoin, au niveau de la 4e commission des Nations Unies, chargée de la décolonisation, d'être admis à l'intérieur pour que le territoire de la Kabylie soit inscrit sur les territoires non autonomes et à décoloniser. C'est ce qui manque à la Kabylie. Nous travaillons bien sûr à ce que ce stade-là soit dépassé et que nous puissions enfin être reconnus par les instances internationales dans la légitimité de notre revendication et de notre démarche. Alors, juste une petite incise avant de donner la dernière question à Almo. Monsieur le Président, vous êtes en responsabilité depuis quelle année exactement? Depuis la création du MAC, en 2001. C'est-à-dire 2001. 2001. Donc ça fait 23 ans. Vous qui prônez la démocratie, qui prônez un modèle un peu plus électoral et où la revendication des peuples peut s'adresser naturellement, est-ce que vous envoyez un bon message de démocratie en étant 22 ans accroché à votre poste? Je ne suis pas accroché à mon poste et vous avez parlé d'élection. J'ai toujours été élu. Et ce n'est pas une dictature au sein du MAC que l'on sache. Hein. Bien des gens ont quitté le MAC, des centaines de milliers d'autres sont rentrés, mais ceci est une autre paire de manches. Et il faut savoir que, ou plutôt rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Algérie est prête à déclarer la guerre avec le Maroc, rien que pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en Algérie, qu'on ne change pas un président en temps de guerre. Parce que tous les pays du monde ne changent jamais leur président en temps de guerre. Le combat que nous menons est comme un combat de guerre. Donc, durant tous les mouvements de libération nationale que nous avons connus à travers l'histoire, le leader charismatique a toujours été là pour jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention jusqu'à la réalisation de son rêve, de son objectif de libération de son peuple ou sa mort. On a vu Yasser Arafat. Y a-t-il quelqu'un qui lui avait posé un jour la question de savoir pourquoi il est resté à la tête de l'OLP pendant tout ce temps-là? Il y avait Ho Chi Minh, il y avait Nelson Mandela. Tous ces héros, personne n'avait jamais contesté leur autorité à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt par respect que les miens me gardent à la tête et je peux vous dire que ce ne sont pas les hommes qui manquent au sein du MAC pour continuer l'œuvre qui est la leur, qui est la nôtre en général. Mais disons que par respect pour le parcours, pour tout ce qui a été consenti en tant que sacrifice et pour la stabilité de la structure et de l'avenir de la revendication, il faut que ce soit la même personne, le même leader qui reste. Sachez que quand il y a contestation d'un leader à l'intérieur d'une structure, c'est la déstabilisation permanente. C'est-à-dire qu'il y a des ambitions
autour qui, qui ont de grandes dents, hein, et qui essayent de rivaliser avec le président pour lui prendre sa place. C'est une lutte à mort. Ce n'est pas le cas au sein du MAC. Et je préfère que cela se fasse. Mais de part aussi les nombreuses personnalités respectables et tout à fait compétentes qui peuvent prendre la place, il pourrait y avoir, s'il n'y a pas consensus, déstabilisation de la structure en cas de mon départ. Mais sincèrement, si vous voulez, mon souhait le plus fort et le plus profond est que je quitte la scène politique le plus tôt possible. Toute ma vie a été consacrée à ce combat et il y a des temps ou des âges où l'on n'en a plus le même appétit qu'auparavant pour gérer et pour diriger. D'accord. Merci. Almo, je vais te demander et t'inviter à poser la dernière question, s'il te plaît. La dernière ou la dernière? Ça, la Bah, question. ça va dépendre du président et parce qu'on a, on a dépassé l'heure, mais Moi, j'ai plusieurs questions et c'est des questions d'auditeurs et je vais en poser deux, trois et le président choisit celle à laquelle il veut répondre. Comme ça, on lui laisse le choix. vas-y. Monsieur Méhini, la première question, c'est est-ce que vous pensez pas qu'avoir créé un mouvement laïque dessert la cause kabyle, car ça peut être en opposition avec une tranche ultra-religieuse des Kabyles? La deuxième question, c'est combien de fois avez-vous été arrêté? Est-ce que vous avez été torturé? Et il y a une question sur votre fils, mais je ne sais pas si vous voulez que je la pose par rapport à la tragédie qui lui est arrivée. Est-ce que c'est lié à votre à la cause kabyle? Et troisième et dernière question, vous étiez, comment dire? Vous aviez soutenu, Israël, après les événements du 7 octobre, un soutien indéfectible, disons. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, à Gaza, est-ce que, vous revoyez votre position, ce soutien-là? Est-ce que vous vous placez un peu plus du côté, des Gazaouis et ne faites-vous pas de, comment dire? Entre guillemets, d'analogie entre ce qui se passe, à Gaza et ce qui peut se passer avec certains Kabyles en Algérie? Voilà, je vous laisse, répondre, monsieur. Je répondrai aux trois questions. Merci. D'abord, la laïcité n'est pas une opposition à l'islam ou aux musulmans. Au contraire, pour nous, dans notre conception de la laïcité, c'est plutôt le respect et la protection des croyants et des croyances elles-mêmes. Ce n'est nullement une agression ou une atteinte à leur foi. Il faut aussi protéger les croyants concernant les prêches incendiaires et l'extrémisme en général. Et je crois que la laïcité permet justement d'établir un consensus de respect mutuel, de paix sociale entre les différentes croyances, surtout des différents citoyens et les modes de vie de chacun. La laïcité n'est pas à opposer en aucune façon à l'islam. La laïcité ne s'oppose pas à l'islam. Il ne faudrait pas que certains, au nom de l'islam, essayent de monter les musulmans contre la laïcité. C'est vraiment les monter contre eux-mêmes. Donc, ce serait une erreur de leur part. Deuxièmement, les arrestations. Combien de fois Combien de fois j'ai été arrêté? Écoutez, j'ai été arrêté à 12 reprises, mais depuis 2021, j'ai été condamné plus de 100 fois. La plupart du temps à mort, puis à perpète et quelquefois à 20 ans. Les plus clémentes sont à 20 ans. Mes arrestations n'ont strictement rien à voir avec l'injustice et la cruauté des jugements qui sont rendus contre moi alors que je suis innocent de tout ce qu'ils
de tout ce dont il m'accuse. Et il faut juste rappeler que en justice dictatoriale, ce n'est pas de la justice, c'est de l'abattage politique. La justice est instrumentalisée pour abattre des hommes politiques et non pas pour être dans l'équité et rendre à chacun ses droits. Donc, plus que quiconque, je crois que je détiens le record. Je dois rentrer dans le Guinness des records en matière de condamnation à mort et de condamnation à perpète ou à 20 ans. Ceci, je le laisse de côté. Concernant l'assassinat de mon fils, oui, l'assassinat de mon fils a été programmé et exécuté par les services algériens qui croyaient m'intimider et me pousser à abandonner le combat parce que j'aurais peur pour ma vie ou autre. Mais ma vie est destinée justement à ce combat, dédié à ce combat, et quoi qu'il m'arrive, rien ne m'arrêtera sur le chemin de la libération de la Kabylie de manière pacifique. Concernant Gaza, oui, j'ai été avec Israël, j'ai marché avec les Israéliens, disons les Français qui ont soutenu, qui ont dénoncé l'agression sauvage du Hamas du Hamas contre Israël, et puis il y a eu la riposte. Je pense que le plus à blâmer dans cette affaire, c'est plutôt le Hamas, plutôt que les Gazaouis. Et je déplore l'ensemble des pertes humaines qu'il y a eu. Mais est-ce que la logique de survie d'Israël supposerait qu'il baisse la garde et qu'il laisse Hamas prospérer dans une région qu'il maîtrise de manière aussi absolue? Ce sont des considérations de guerre, de stratégie militaire qui sont mises en place dont les civils payent malheureusement le prix. Je déplore et je condamne la mort de civils sans aucune hésitation. Par contre, je défends le droit d'Israël à assurer sa propre sécurité sur son territoire. Ok, alors merci pour la question, Almo, et merci pour les réponses multiples. Vous avez joué le jeu. Est-ce que par galanterie, on peut prendre l'ultime et dernière question de Lou et ensuite on se souhaite une bonne soirée et on fermera le space? Vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Allez-y. Allez-y. Vas-y, Lou, une question rapide pour avoir une réponse rapide et ensuite. Très rapide. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En réalité, c'est deux questions, mais deux petites questions très rapides. La première, avez-vous... Vous avez vu? Allez-y. Non, vraiment, vous allez voir, Monsieur le Président, elles sont très... Je suis une femme après tout. Elles sont très rapides. La première, avez-vous fait une demande d'entrée au sein de l'Union africaine ou l'envisagez-vous? Et la deuxième, là c'est parce que je suis marocaine, par rapport au financement du MAC, regrettez-vous le manque d'implication du Maroc? La demande pour l'Union africaine a été faite une fois via un ministre ou un président guinéen, et puis cela n'a pas été bien loin. Nous sommes décidés à relancer, mais de manière officielle, avec l'implication d'un certain nombre d'États dans la mesure du possible. Parce que s'il n'y a pas d'États qui soutiennent cette demande, elle va être classée sans suite. Donc nous souhaiterions au préalable avoir des soutiens et des assurances que la demande sera bien étudiée par les instances de l'Union africaine. Et l'autre question... L'autre question, elle concernait le financement du MAC. Regrettez-vous un manque d'implication? Sincèrement, j'attends du Maroc, personnellement, plus d'implication sur le plan diplomatique que sur le plan matériel.
c'est vrai que nous n'avons aucun moyen. Hein. Nous avons 500 militants qui sont en prison, qui sont torturés, qui sont violentés, et nous devons assurer un minimum de présence matérielle, financière pour les familles, et ce sont des cotisations de bout de chandelle, comme on dit, avec lesquelles nous tenons le coup pour que ces familles ne se sentent pas abandonnées. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait des États qui s'impliquent, ne serait-ce que sur le plan humanitaire, pour les familles des prisonniers. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une bonne conclusion. Avant de clôturer le space et vous donner le mot de la fin, moi je vais d'abord commencer par les remerciements, notamment à votre entourage, à votre équipe proche, pour avoir rendu ce space possible, parce que c'est beaucoup d'échanges et c'est beaucoup de contraintes, parce que vous avez un agenda assez chargé et vous avez beaucoup de sollicitations. Donc merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Ça, c'est une chose qui est importante. La deuxième, c'est aussi à vous, personnellement, Monsieur le Président, et à vos équipes, parce que je le répète, parce que pour moi, c'est fondamental, et vous l'avez remarqué d'ailleurs durant cette émission, je n'ai pas été orienté dans mes choix de sujets ou de thématiques. On a pu tout se dire, après plus ou moins élégamment, mais en tous les cas, on a pu tout se dire à partir du moment où c'est respectueux. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais. Donc, c'est bien de le dire, voilà, et c'est bien que ça se sache. Donc, on peut parler de tout avec vous, même des sujets moins confortables. Et Monsieur le Président, vraiment, pour le mot de la fin, je voulais savoir comment vous avez apprécié ce space, vous, à titre personnel. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir sollicité cette intervention, et comme je remercie les cadres autour de moi qui ont pris en charge l'organisation de cet événement. Je vous remercie vous personnellement pour votre talent et votre franchise, hein, vos questions directes, ainsi que toute votre équipe qui a organisé ce space. Je dois remercier le Maroc qui permet, grâce à vous aussi, cette expression, cette liberté d'expression qui m'est refusée en Algérie en tous les cas. Je rappelle que la Kabylie a pour vocation à être la sœur et l'amie de l'ensemble des peuples de la Méditerranée, à commencer par le peuple marocain. Nous sommes là pour construire un avenir débarrassé des menaces, expurgé des menaces de déstabilisation et de violence en général. Je suis sûr que nous trouverons ensemble le chemin qu'il faut pour redonner à la région nord-africaine stabilité, prospérité et dynamisme, aussi bien culturel, diplomatique, économique, social, et de l'ensemble de la recherche scientifique qui va rendre service à l'humanité. La Kabylie est prête à aller de l'avant avec tous les pays qui voudraient bien construire un monde de paix, de liberté et de démocratie. Le peuple kabyle a vraiment un rôle à jouer. Il a des potentialités, il a des moyens, des compétences assez remarquables dont l'humanité ferait l'erreur de ne pas s'en servir. Donc, je souhaiterais que les pays nord-africains s'appuient sur la Kabylie, à commencer par le Maroc, pour avancer. En tous les cas, nous avons un respect, estime pour tous nos voisins,
et à commencer aussi par les Algériens, hein, avec lesquels nous voudrions construire un voisinage de paix, de compréhension et de respect, de collaboration, de coopération multidimensionnelle, comme avec le Maroc et la Tunisie. Donc, l'ensemble des pays nord-africains sont pour nous des frères avant d'aller plus loin. Et je remercie de nouveau le Maroc pour tout ce qu'il a déployé comme effort pour défendre au sein des instances internationales la cause kabyle. Je souhaiterais que le Maroc aille un peu plus loin. Je l'ai dit, je le répète, l'ouverture d'un bureau sur le territoire marocain serait un signe fort pour une évolution durable et irréversible de la situation dans la région. À mon peuple kabyle, je lui demande de résister. La résistance est en nous. Il y a une résistance pacifique. Il y a le fait que devant la terreur, on se camoufle, on se cache pour ne pas en être victime. N'ayez pas peur. Nous allons vaincre cette peur. Nous allons vaincre cette tyrannie. Ce régime militaire n'en a pas pour longtemps. Ces contradictions internes sont déjà suffisantes pour qu'il s'autodétruise lui-même. Mais nous devons rester soudés, unis, derrière la seule voie légitime de la Kabylie, celle du MAC et de la Nabad. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les intervenants. Merci encore une fois à tous les cadres et votre entourage proche qui ont rendu cette émission possible. Et merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir dégagé un petit peu de temps pour nous accorder cet échange. Je vous souhaite une excellente soirée. Et comme la tradition le veut, dans les Space Tariq Talk, on termine toujours avec notre devise qui nous est accrochée aux tripes. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Bonne soirée à tous.